Mes sœurs, mes frères, bonjour. Il est quasiment 11h30 et nous avons pour débattre jusqu'à 13h. Vous êtes en avance de 2 minutes. Ça dépend sur quel chronomètre on se fixe. Chacun voit midi à sa porte, Monsieur Kahn. Bien. Alors, après cette mise en jambe, je vais vous rappeler le propos de cette table ronde. C'est bien commun et franc-maçonnerie. Il y a, à partir de ma droite, M. Axel Kahn, docteur en médecine, docteur en sciences, médecin généticien. Ses travaux scientifiques portent sur le contrôle des gènes, les maladies génétiques, le cancer et la nutrition. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Il est ancien directeur de l'Institut Cochin. Il a été président de l'Université Paris-Descartes. Il a été membre pendant 12 ans du Comité national consultatif d'éthique. Il est président de la Fondation internationale du handicap, président du comité d'éthique de la Ligue du cancer. Vous le savez, il a publié de nombreux ouvrages, que ce soit sur la génétique, l'avenir de l'université, les développements de la science ou l'organisation politique et de la société. Et il vient de publier en octobre un ouvrage intitulé « L'homme, le libéralisme et justement le bien commun ». À ma gauche, M. Frédéric Bosquet. Il est gérant d'une entreprise adaptée en coopérative dans le Tarn-et-Garonne. Il a fondé plusieurs associations et coopératives. Il est administrateur du mouvement SOL, qui diffuse une monnaie complémentaire et locale dans plusieurs villes de France et coordonne, notamment à Toulouse, l'instauration du sol violette. Il est l'initiateur de groupes qui militent pour l'instauration d'un revenu d'existence et notamment des antennes locales de l'AIRE de Yolande Besson, donc qui milite pour le revenu d'existence. Et M. Bosquet a publié en 2011 « Alternative humaniste, ensemble vers l'autonomie ». M. Jean-Michel Ducomte est avocat à la Cour d'appel de Toulouse. Il est enseignant à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il est président de la Ligue de l'enseignement depuis 2003 et de Civisme et démocratie depuis 2008. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment « Regard sur la laïcité, repères pour éduquer » et en 2012, quand Jaurès administrait Toulouse, et aussi « Laïcité », c'est laïcité au singulier, laïcité au pluriel, avec le dernier S entre parenthèses. Voilà pour une brève biographie, donc bien commun et franc-maçonnerie. Un journaliste m'a posé la question pour savoir pourquoi on associait bien commun et maçonnerie. J'ai cru devoir répondre en trois ou quatre phrases. C'est très, très simple. Depuis son origine, que vous connaissez sans doute, qui remonte au XVIIe siècle en Écosse, eh bien, les maçons qui étaient opératifs et qui manquaient de travail à cette époque-là, les maçons professionnels, se sont mis à construire des caisses de solidarité et ont cherché des bienfaiteurs. Parmi ces bienfaiteurs, il y avait des gens qui s'intéressaient au métier du bâtiment et ces gens les ont aidés à trouver du travail et ont alimenté leurs caisses. Ce sont ces gens-là que ces maçons opératifs ont appelés Freemason, donc franc-maçon, ou accepted mason, maçon accepté. Et ces gens qui étaient des notables, qui étaient pris d'idées nouvelles, eh bien, se sont mis à se réunir entre eux par souci de philosophie, de sociabilité et de premier rassemblement sur la philanthropie. Voilà. Depuis ses fondements, la maçonnerie est fondée sur la philanthropie. Je n'en dis pas plus et je donne tout de suite la parole à M. Kahn. Mais non, mais pour l'opportunité de vos propos. Voilà. Merci beaucoup, tout d'abord, de cette invitation. Bien entendu, je ne vous parlerai pas, moi, de bien commun et maçonnerie, puisque je n'ai pas le privilège inouï d'être l'un des vôtres. Je vous parlerai, en revanche,
de biens communs et de société, de biens communs et économie. D'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet est que depuis maintenant plusieurs décennies, je m'intéresse à ce qui nous fait humains, quelles en sont les caractéristiques, quelles en sont les limites. Et j'ai défini dans des ouvrages antérieurs que s'il n'y a pas de société humaine sans humain, l'inverse est vrai également, il n'y a pas d'humain sans société humaine. Et donc je m'intéresse également à cette société, ce qui fait société, qui est le cadre indispensable pour que s'épanouisse notre humanité. Or, parmi les paramètres qui font société, il y a les règles qui gouvernent l'échange des biens, c'est-à-dire l'économie. Il eût été singulier que je ne m'intéressasse point à cet aspect-là. En réalité, l'histoire, telle que je vais la résumer très rapidement, en 15 minutes, part d'une naissance très ancienne de l'économie, avec le partage, le troc amélioré, puis il n'y a pas si longtemps que cela, l'invention de la monnaie, etc., jusqu'à ce XVIIe siècle où naît la pensée libérale, où la question va de soi. L'économie a un double rôle. Le premier est d'optimiser la satisfaction des besoins des membres des communautés, éventuellement de leur permettre de poursuivre leur intérêt, et il est dans leur intérêt de satisfaire leurs besoins. La deuxième finalité, c'est de garantir la poursuite du bien commun. On le voit très bien d'ailleurs dans le Code d'Hammurabi et les codes qui l'ont précédé. Parmi les premiers codes qui datent de la lointaine Mésopotamie, les lointaines cités d'Our, sur la stèle où le Code d'Hammurabi décrit précisément l'organisation économique de la cité, le grand roi demandait que l'on écrive, à la lecture de ce code, que chacun soit émerveillé de l'esprit de justice qui habitait le grand roi. Et l'on voit fort bien que la justice, la défense de la veuve et de l'orphelin, du faible, est un des éléments indissociables de ce code civique et de ce code qui règle effectivement la vie économique. Cela sera vrai par la suite, cela sera vrai en Europe dans les différentes phases d'édification de la chrétienté. Au moment où l'économie, qui est restée une économie dans l'Europe chrétienne très théologique jusqu'au XVe, XVIe siècle, commence à se laïciser dans la suite de la Renaissance, à l'époque où naît le progrès, dans la suite également de la Réforme, naît une pensée qui va s'inscrire en décalage avec cette tradition d'une économie faite pour la satisfaction des besoins individuels et la poursuite du bien commun. En effet, le libéralisme considère que les membres de la communauté, avant que d'être des créatures divines à l'image de Dieu, sont des êtres qui ont des droits naturels, et ces droits naturels, qu'ils ont le droit de poursuivre, les amènent à être notablement égoïstes et cupides, même s'ils ne sont pas que cela. Or, comme il n'est pas question de bâtir une société pour un citoyen qui n'existe pas, c'est bien pour des citoyens notablement égoïstes et cupides qu'il faut bâtir la société. Et 3 citations, d'ailleurs mal comprises, disent ce qu'est la pensée du libéralisme. Une que l'on doit au physiocrate français, règle de l'économie, laisser faire, parce que, autre citation que l'on doit à Bernard Mandeville, les vices privés font les vertus publiques. 3e citation que l'on doit à Adam Smith, comme mu par une main invisible. Derrière cette pseudo-unité de ces citations emblématiques de la pensée libérale, en réalité, d'emblée,
il existe une importante divergence entre deux courants. Les pères du libéralisme, qui sont naturellement convaincus de ce que l'homme a des droits naturels, qu'il doit en déléguer certains à la société libérale afin d'éviter la guerre de chacun contre tous. Société libérale qui doit naturellement respecter l'autonomie, un des éléments fondamentaux des droits naturels. Ces pères du libéralisme, Hobbes, John Locke et même encore Adam Smith par certains aspects, essayent d'imaginer les conditions dans lesquelles cette société de citoyens égoïstes et cupides peut néanmoins garantir le bien commun, si bien que dans le système que l'on appelle celui du libéralisme classique d'Adam Smith, l'État régulateur est fondamental, il est essentiel. En réalité, chez Adam Smith, la main invisible n'est pas du tout l'autonomie des marchés, comme on a essayé de le dire ultérieurement. Elle implique un État régulateur pour deux raisons, qui est d'une part de faire respecter les règles et d'autre part de pourvoir à ce à quoi les marchés ne peuvent pas pourvoir par eux-mêmes. Il y a un autre courant qui est beaucoup plus défini par cette affirmation. Les vices privés font les vertus publiques, qui considèrent que le bien de l'économie, son succès, exige qu'elle ne se préoccupe pas de sujets de l'ordre du bien commun, de la justice sociale, etc. J'appelle bien commun tous les desseins qui ne sont pas réductibles à la somme des intérêts individuels. Un exemple aujourd'hui, le respect de l'écologie et le respect de la terre qu'on lèguera aux générations futures. Aucun mécanisme de marché ne peut naturellement le prendre en compte. C'est un exemple typique de ce qu'est la pensée du bien commun. Dans les 2 siècles qui vont suivre, ces deux courants coexistent et en réalité, contrairement à ce que pensent souvent, avec une certaine complaisance, les Français, que tout le mal qui les accable vient de la pensée anglo-saxonne, c'est presque l'inverse. Ce sont les Français, c'est l'école libérale française qui va progressivement orienter le libéralisme vers une interprétation de plus en plus stricte, de plus en plus proche de cette affirmation selon laquelle ce sont les vices privés qui font les vertus publiques. Tout cela aboutit à la fin du XIXe siècle à ce que l'on appelle la synthèse néoclassique du libéralisme, que l'on appellera après 1980 le néolibéralisme. Cependant, le XXe siècle est singulier, puisqu'il est le siècle de 2 guerres mondiales, il est le siècle de la crise de 29, il est le siècle de la Révolution d'octobre, de la compétition entre le système libéral et le système de l'autre côté du rideau de fer, dans le camp socialiste ou soviétique. Et bien entendu, il n'est pas possible pour les libéraux de laisser faire les marchés pour relever ces défis. Et c'est une période, on va dire, une grande parenthèse, où l'on revient à une conception d'un libéralisme ayant une finalité incluant la justice sociale. C'est Roosevelt et le New Deal, et c'est Keynes. Cela jusqu'à ce que des difficultés économiques, dans les années 70 à 80, entraînent une très violente réaction idéologique du courant des économistes qui sont restés, dans leur majorité, favorables à la synthèse néoclassique, qui rencontrent une volonté politique, celle particulièrement de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher, et c'est ce que l'on appelle la révolution conservatrice ou néoconservatrice des années 80, qui explique la crise que nous vivons. En réalité, chaque fois que le libéralisme a essayé de s'affranchir du souci de bien commun, il a été proche de la catastrophe pour lui et pour la planète. Tout d'abord, ce fut le cas lors de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, qui a abouti à une situation totalement effroyable du prolétariat au XIXe siècle. Les enfants travaillant dans les usines à partir de 6 ans, il faut attendre 1801 en Angleterre et 1841 en France pour qu'on limite à 8 ans
l'embauche des enfants dans les usines. La mortalité des classes laborieuses est à ce moment-là 10 fois plus importante que celle des possédants. Une situation terrible qui entraîne naturellement d'abord des révoltes, les Ludites, les canuts, les journées de 48, puis une organisation de plus en plus importante de la résistance, les internationales, le socialisme utopiste, l'anarchisme, le marxisme et, in fine, au siècle suivant, la Révolution d'octobre. Deuxième situation où, après le soulagement de la fin de la guerre, après 1918, après 1920, très exactement, à nouveau, c'est le laisser-faire libéral qui l'emporte totalement. Il aboutit à une frénésie incroyable de cupidité et à la crise de 29, la Grande Dépression, qui jouera un rôle terrible dans l'avènement des régimes fascistes. Et le troisième élément, c'est la révolution néoconservatrice des années 80, qui explique totalement la crise. Et si vous regardez, parce qu'il ne faut pas vous fier à mes affirmations, si vous regardez les statistiques, vous verrez que la dette publique qui pose problème commence en 1980 dans tous les pays du monde. Je ne parle pas de la France particulièrement, dans tous les pays du monde, que c'est entre 80 et 90 que la dérégulation, les 3D comme l'on dit, aboutit à ce que l'économie virtuelle purement financière soit 50 fois plus importante que la totalité des économies liées au commerce des biens et des services dans le monde. Économie virtuelle qui peut être délocalisée d'un clic pratiquement à la vitesse de la lumière, échappant ou tentant d'échapper à toutes les régulations démocratiques et aboutissant au grave déséquilibre que nous connaissons aujourd'hui. Et pour terminer et rester dans le temps qui m'a été imparti, c'est bon, j'y suis? Absolument. Pour terminer, alors cette crise simplement, puisque j'ai 1 minute, aboutit très évidemment à la crise de 2008. Je vais simplement vous en rappeler un peu le pronostic. L'un des mots d'ordre de cette pensée idéologique est qu'il faut libérer le capital, laisser à la cupidité la possibilité de l'augmenter. Et il faut en revanche qu'il y ait un détricotage de l'État-providence. Il faut également qu'il y ait une pression sur les salaires. On aboutit à ce que une situation, on va dire, de paupérisation relative des pays industrialisés pousse encore au besoin de délocaliser les fabrications dans les pays à faible coût de fabrication, à faible coût de protection sociale. Mais évidemment, tout ne peut pas être délocalisé, notamment la fabrication des maisons. Et donc, ce que le pouvoir d'achat ne crée pas, eh bien, c'est le prêt qui le crée. Si le prêt est une nécessité pour éviter une surproduction, les prêteurs se garantissent par un prêt hypothéqué, mais ils savent que le marché de l'immobilier peut naturellement s'effondrer, diminuant l'efficacité de l'hypothèque. Alors eux-mêmes s'assurent auprès d'autres banques, et ces autres banques assureurs se mettent, parce qu'elles voient le risque, à vendre ce type de protection sous forme de titres dans le monde entier. Et lorsque les défaillances dans le remboursement des prêts se multiplient, amenant à un très grand nombre de logements sur le marché aux États-Unis, et que le prix de l'immobilier s'effondre, évidemment, la garantie hypothécaire perd toute signification. Et comme il y a eu cette internationalisation des titres, c'est l'effondrement considérable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce mécanisme qui explique la crise de 2008 est exactement mis en place, exactement sur les dettes publiques des États. Exactement. C'est une épée de Damoclès, c'est en réalité un considérable danger économique pour tout le monde dont la dette publique appartient à des investisseurs étrangers. Seuls les Japonais, d'une certaine manière, dont les 200% de dette publique appartiennent uniquement à des Japonais, sont à peu près garantis. Par conséquent, mon sentiment est que, ou bien parce que nous pensons que nos enfants, si nous laissons les choses aller, ne vivront pas dans un monde qui les accueillera comme nous désirerions qu'ils fussent accueillis, parce que nous imposons une modification de l'ordre des choses, parce que nous demandons que, à nouveau, les différentes formes que prend le bien commun soient un des éléments fondamentaux de l'économie, parce que nous disons que le but de l'économie, c'est l'humain, le but ultime de l'économie, c'est l'humain, et que l'humain n'est pas simplement le moyen d'une économie dont l'homme cesse d'être l'objectif, ou bien nous parvenons à cela, ou bien nous n'y parvenons pas, et je pense effectivement
qu'une certaine forme de chute, de crise mondialisée serait dans ce cas-là inéluctable. Et dans ce cas-là, les économies solidaires, dans cette phase, seront bien utiles. Elles ne suffiront pas, à mon avis, à éviter ce que je viens de dire, mais effectivement, c'est une forme de résistance et de possible résilience au niveau local. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Axel Kahn. Merci aussi pour la transition que vous avez organisée entre vous et l'orateur suivant, Monsieur Frédéric Bosquet. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la forêt qui pousse. Parce qu'on entend souvent les vieux arbres tomber, mais jamais de la forêt qui pousse. Parce qu'en fait, quand un vieil arbre il tombe, il se transforme en humus. Et cet humus sert à faire pousser la forêt qui vient. Et aujourd'hui, on entend trop souvent les vieux arbres tomber. Mais les vieux arbres, ils ont toujours tombé. Et toujours la forêt a poussé. Et moi, je pense que si nous voyons aujourd'hui cette toute-puissance en face de nous comme quelque chose de gigantesque, en fait, ce n'est pas cette toute-puissance qui est réelle, c'est notre laisser-faire. C'est nous qui laissons faire. Et ce que nous voyons à travers cette toute-puissance, c'est notre laisser-faire. Parce qu'à chaque fois que les citoyens se sont regroupés, se sont organisés dans un but commun de faire progresser l'humanité, ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, comme tout à l'heure le disait le précédent orateur, il n'y a plus en tout cas en France de gamins de 6 ans qui travaillent dans les mines. Nous gagnons chaque jour 6 heures de vie en plus. Nous n'avons jamais eu autant de personnes au service des autres que dans toute l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais été aussi près de remporter cette victoire qu'ont poursuivi toutes les générations depuis le commencement des temps, celle d'expérimenter le chemin de notre propre bonheur dans le respect du bien commun et de la vie. Jamais nous n'avons été aussi près. Jamais il n'y a eu autant de moyens d'échange en circulation. Jamais il y a eu autant de méthodes, d'appareils de production, de capacité d'anticiper, de capacité d'agir, de capacité de comprendre, de capacité d'aimer, de créer, de construire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de chance. Mais cette chance, aujourd'hui, nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons pas parce que nous sommes sous les coups assourdissants d'un monde totalement fabriqué par ce qu'on appelle les médias de masse, par la consommation de masse, par la production de masse, de masse, de masse et de masse. Le problème de cette production de masse, c'est qu'elle ne tient pas en compte de ce qui se perd. C'est-à-dire ces fameux petits pourcentages-là qu'on rencontre un peu partout. Il y a 3 ou 4% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Mais comme 8 millions en France, comptez avec vos mains. 1, c'est une personne, une vraie personne humaine. 2, c'en est une seconde. 3, c'en est une troisième. On ne va pas compter jusqu'à 1 million, on n'aura pas le temps. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que nous sommes totalement prisonniers de cette vision quantitative de la vie. Et ça s'est construit progressivement, cette vision quantitative de la vie. Et pour essayer justement de dépasser cette vision quantitative de la vie, il nous faut revenir aux fondamentaux. Et nous avons, nous en tout cas, en France, aux alentours du XVIIIe siècle, fondé un nouveau contrat social dont le premier article, je vais vous le rappeler parce qu'il est quand même un phare dans l'humanité, dans ce monde qui s'en va dans tous les sens, et je vais vous le redire, et surtout je vais insister sur la deuxième phrase. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Celle-là, tout le monde la connaît. Mais très peu de personnes prononcent la deuxième. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Je la refais. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Or, aujourd'hui, quelle est la plus grande des distinctions sociales? L'argent. Est-ce que, sincèrement, vous pouvez me dire que ceux qui ont aussi beaucoup d'argent ont vraiment une utilité commune?
il semblerait qu'il y ait un désordre. Et pourquoi ce désordre existe? Il existe parce que nous n'avons pas refondé ce qu'est l'utilité commune au XXIe siècle. Et donc, comme nous n'avons pas refondé ce qu'est l'utilité commune au XXIe siècle, nous ne savons plus à qui donner ces distinctions sociales qui récompensent ceux qui sont au service de l'intérêt général. Si nous voulons réorganiser notre société, il faut que ces distinctions sociales soient à nouveau données à ceux qui sont dans l'utilité commune. Et comment on sait qu'une organisation ou des personnes sont dans l'utilité commune? Parce qu'elles servent le bien commun. Mais comment définissons-nous le bien commun? Par ce qui est commun entre nous. Mais comment définissons ce qui est commun entre nous? Par la volonté générale. Plus la volonté générale comprend de personnes qui font société pour définir ce qui est commun entre eux, et plus ce qui est commun entre eux fait société entre nous. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus ce qu'est le bien commun du XXIe siècle, parce que nous ne savons plus ce qu'est aujourd'hui la volonté générale. Et pourtant, nos aînés, nos grands aînés, nous avaient déjà défini ce qu'était la volonté générale. Ce n'est pas la somme des volontés particulières. C'est quelque chose qui est commun entre nous. Ce n'est pas des milliers et des millions de lois, c'est quelques-unes très précises avec lesquelles la force publique va faire respecter ces lois très simples. Aujourd'hui, est-il normal qu'un homme ou une femme ou un enfant meure de faim? Non. Point final. Après, nous mettons en place les moyens pour arriver à ce que plus aucun homme, femme, enfant meure de faim. Est-il normal aujourd'hui qu'on produise en détruisant la nature? Non, parce que la nature appartient aux générations futures. Donc on s'organise pour faire en sorte que quand on produit, on ne détruise pas la nature. Donc si nous voulons que les droits de l'homme, je dirais de l'humain aujourd'hui pour intégrer la deuxième partie du genre humain, si nous voulons aujourd'hui que les droits humains soient respectés, il nous faut absolument redéfinir ce qu'est l'utilité commune. Et pour redéfinir l'utilité commune, il nous faut redéfinir ce qu'est le bien commun. Et pour redéfinir le bien commun, nous devons de nouveau réamorcer la volonté générale. Mais cette volonté générale, elle ne va pas venir par le haut. Parce que, comme le disait très bien Rousseau, elle ne peut pas être représentée. La démocratie de représentation ne peut pas représenter la volonté générale. La volonté générale est représentée par chacun d'entre nous. Et s'il en manque un, ce n'est pas la volonté générale. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre beaucoup de règles du jeu entre nous. Très très peu. Parce que tous doivent participer à la mise en place de cette règle. Par contre, nous, volonté générale, parcelle de cette volonté générale, c'est nous qui avons le pouvoir de faire. Si nous décidons, nous, par nos actions quotidiennes, de transformer notre milieu immédiat, alors nous allons transformer toute la société entière. Quand les premiers compagnons distribuaient autour d'eux une part de leur revenu pour le donner à un ouvrier malade, ils ne s'imaginaient pas que quelques années plus tard, il allait enfanter le système social, la sécurité sociale. Quand quelques-uns d'entre nous ont commencé à se dire « mais nous ne sommes pas les sujets du roi », nous sommes des personnes physiques avec des droits individuels. Ils ne s'imagineraient pas que quelques siècles plus tard, dans les cours de récréation, des gamins de 10 ans diraient « mais moi j'ai des droits ». Mais c'est complètement construit. En fait, ce qui est devenu puissant aujourd'hui a été utile hier parce qu'on lui a donné de la puissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça s'est développé et est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons tout à fait refaire ça. Nous pouvons décider aujourd'hui, tiens, je vais donner ma puissance parce que c'est moi qui l'ai et personne d'autre. Je vais donner la puissance à ceux qui respectent le bien commun, à ceux qui le renouvellent. Je vais donner ma puissance à ceux qui développent les libertés individuelles et pas à ceux qui les réduisent. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je quitte la tranquillité de mon salon. Ce n'est pas possible autrement. C'est ni Pierre, ni Paul, ni Jacques qui le fera à notre place. C'est nous qui devons quitter le confort de notre salon pour aller s'engager dans la République. Pour aller s'engager dans les associations qui œuvrent chaque jour pour faire avancer la République. Et pas dans des associations, entre guillemets, à but lucratif, parce qu'il y en a de plus en plus. Des associations qui sont réellement à but non lucratif, dont l'objectif essentiel est de faire avancer le bien commun. Alors il y a des exemples concrets. Je vais vous en donner 3 ou 4 avant de terminer. Premièrement, nous devons étendre la démocratie au marché. Parce que le marché s'est étendu sur la démocratie.
Comment on fait pour étendre la démocratie au marché? On fait de sa monnaie un bulletin de vote. Il n'y en a pas d'autre. Vous votez tous les jours avec votre monnaie. Vous votez combien de fois avec l'urne? Comment vous pouvez voter avec votre monnaie? En transformant votre monnaie en bulletin de vote. Et comment vous faites? En initiant des projets ou en participant à des projets de monnaie citoyenne. C'est quoi une monnaie citoyenne? C'est un outil extraordinaire mis au point à la société civile qui est une véritable révolution. En quoi ça consiste? 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers, 2% dans l'économie réelle. 85% de la monnaie en circulation est une monnaie essentiellement privée fabriquée par des banques commerciales privées. Alors comment on fait? Eh bien, on prend ces euros, on les met sur des comptes épargnétiques et avec ces euros placés sur ces comptes épargnétiques, on transforme son euro en monnaie citoyenne. Et cette monnaie, à partir du moment où on la tient dans les mains, elle ne pourra plus remonter sur les marchés financiers. Elle ne pourra se dépenser qu'entre des acteurs respectueux des humains et de la nature, qui ont été eux-mêmes validés par un comité local d'animation, qui fonctionne au consensus, au consentement et aux 2/3 des voix. Et il n'est pas question de ne prendre que les entreprises parfaites. Il est question de prendre les entreprises qui veulent se mettre dans une logique de responsabilité sociale et environnementale. On ne veut pas des parfaits, ça n'existe pas les parfaits. On veut des personnes qui disent « Ok, j'étais là, ok, là c'est pas bon, mais par contre je vais aller par là ». Et avec cela, on leur donne les moyens de le faire. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas d'impuissance. Tout le monde a la possibilité de transformer au moins 15% de sa monnaie citoyenne, de sa monnaie euro en monnaie citoyenne. Et s'il n'existe pas, c'est pas grave, créez-la. Ne vous posez pas la question de savoir si c'est petit. Tout ce qui a été grand aujourd'hui a été petit hier. Posez-vous la question de savoir est-ce que c'est juste. Si c'est juste, je le fais. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais soulever, parce que je n'aurai pas le temps pour les deux autres, mais au moins la seconde, c'est battons-nous pour un nouveau droit. On n'est pas arrivé, on n'a pas fait évoluer la bougie pour arriver à l'ampoule électrique. Il y a eu ce qu'on appelle des bons, des ruptures, des innovations de rupture. Arrêtons de nous battre pour des anciens droits, créons de nouveaux droits qui sont contemporains aux nôtres. Et un pour lequel je me bats et qu'on se bat partout en Europe et dans le monde, c'est l'instauration d'un revenu de base inconditionnel de la naissance à la mort, indépendamment de ma participation à une activité marchande. Si nous voulons remettre l'activité marchande à sa place, il faut que les revenus de base qui permettent à une personne de choisir sa vie ne dépendent plus du secteur marchand. Ce revenu, il n'est pas question de mettre un revenu qui me permette de faire le tour de la planète en avion. Il est question de mettre en place un revenu qui stabilise la demande de base solvable, qui permette à une personne de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de s'informer, d'être en bonne santé et de le faire indépendamment de sa participation individuelle à un acte marchand. Pourquoi? Parce que collectivement, nous sommes largement, mais largement en situation de nourrir, de loger, de vêtir, de mettre en santé tous les citoyens de la planète. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous avons besoin d'une rareté monétaire pour impulser une production dans une direction donnée. Nous devons couper le lien entre revenus et activité marchande et donner à tous les citoyens un revenu qui lui permette de choisir sa vie. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible. C'est possible. Des économistes de droite, de gauche, écologistes, des polytechniciens, des chercheurs nous disent tous que c'est possible demain matin. Demain matin, c'est possible. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à réfléchir, à rencontrer des personnes qui se battent pour ce revenu de base inconditionnel, à expérimenter l'usage d'une monnaie citoyenne autour de vous et à bien prendre vraiment la mesure de cette idée de dire « nous sommes puissants ». Ils sont faibles parce que nous laissons faire. Merci. Merci. Il vous restera un capital temps. Un capital temps, il vous restera, que vous utiliserez pour notre bien commun, je suppose. Monsieur Jean-Michel Ducomte, juste un mot quand même. Vous avez dit, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Si tout à l'heure, il y en a qui ont envie de dire, c'est pas possible, qui ne se laissent pas impressionner. Jean-Michel Ducomte. Alors, si j'ai bien compris, on souhaiterait que je débatte de la conjonction de coordination qui constitue l'articulation du sujet. J'essaierai de parler de cette conjonction de coordination, mais également je veillerai à ne pas me réduire à cette sorte de vision qui tendrait à considérer
que la franc-maçonnerie serait un élément central d'éclairage du bien commun et que le bien commun pourrait se réduire éventuellement à ce que la maçonnerie pourrait dire. Je pense que le bien commun n'existe que si l'on se donne les moyens de le penser. Et j'ai la faiblesse de considérer qu'il n'y a pas de lieu particulier où cette question de la pensée autour du bien commun mérite de se déployer, où elle se déploierait réellement. Je suis un petit peu juriste, un petit peu politiste également, et j'essaierai d'apporter très rapidement quelques éléments de contribution par-delà la conjonction de coordination. Comme les deux intervenants qui m'ont précédé l'ont souligné, il y a une exigence assez largement partagée d'une réflexion sur le bien commun. Et je voudrais un petit peu prolonger leurs remarques, leurs affirmations en disant que, oui, certes, cette réflexion est nécessaire, mais il ne suffit pas de l'engager, encore faut-il lui donner un minimum d'opérativité. Et la meilleure façon peut-être d'aller vers l'opérativité conférée à une notion ou à un principe, une notion, c'est d'abord de voir quels sont les principes qui la fondent, quelles sont les modalités sur lesquelles elle s'exprime et comment peut se développer un regard critique sur les modalités selon lesquelles ce principe s'est développé, ou cette modalité a été mise en œuvre. Alors, en ce qui concerne les principes, je suis tout à fait d'accord avec Axel Kahn sur le basculement historique qui a eu lieu à un moment déterminé dans l'histoire de la pensée. Et ce basculement, me semble-t-il, tourne autour de trois éléments importants lorsqu'on réfléchit sur les principes. Un élément anthropologique important, me semble-t-il. Un élément d'éclairage autour des principes à partir desquels on a été amené à construire l'idée que pouvait exister un bien commun. Et un dernier élément qui est un regard sur la temporalité. Alors, un élément anthropologique, je pense que la conviction qu'existerait un bien commun, ou qu'existe un bien commun, ou qu'existe la nécessité d'un bien commun, tourne autour nécessairement d'une anthropologie positive, d'une vision selon laquelle une logique méliorative est de nature à être mise en œuvre par les hommes pris individuellement et au travers de la façon dont les hommes peuvent s'organiser collectivement. Le moment d'ailleurs où les choses se passent, c'est précisément le moment où on commence à débattre de l'essentiel, c'est-à-dire des modalités sur lesquelles s'opère la construction de ce rapport des hommes entre eux avec les théories du contrat social. Qu'il s'agisse de la vision spinoziste, de la vision hobbesienne, de la vision rousseauiste. Il y a un moment dans l'histoire, sur le terrain des idées, où on se préoccupe de savoir comment les hommes se mettent entre eux d'accord, s'organisent politiquement afin de définir une promotion commune de ce que peut être le bien par ailleurs commun. Au-delà de cette posture anthropologique, il y a aussi un deuxième élément. D'où nous viendrait l'idée, ou d'où nous vient l'idée, ou à partir de quoi se construit l'idée qu'existerait un bien commun. Et il y a en fait deux attitudes un petit peu différentes qui, là aussi, à peu près au même moment, se dessinent. Il y a ceux qui, depuis la nuit des temps, considèrent qu'il y aurait, alors c'est une position du droit naturel, un droit naturel, un principe transcendant à partir duquel se déclinerait un droit positif. Et que finalement les hommes seraient, même si le droit naturel se laïcise au XVIIe siècle, les hommes seraient en réalité chargés d'assurer la déclinaison positive de ce qui existerait en dehors d'eux, au-delà d'eux, au-dessus d'eux. Et il y a ceux qui, au contraire, considèrent que, même si on peut admettre qu'il y a des principes supérieurs, quelqu'un comme Kant, enfin la vision philosophique de Kant est une vision qu'on peut considérer comme juriste naturaliste, mais c'est une vision qui, au-delà du juriste naturalisme, considère qu'il existe une responsabilité concrète de ceux qui font. Et que c'est dans cette responsabilité concrète que situe réellement l'opérativité de la démarche visant à la construction d'un bien commun. Et le choix entre les deux n'est pas évident. Il postule aussi un regard ou un arbitrage sur le rôle que l'on concède à la croyance ou à la raison.
Doit-on faire acte de croyance et considérer que les choses nous viennent de je ne sais trop où? Ou doit-on faire confiance à la raison raisonnante, en considérant que c'est elle qui, par l'usage que l'on peut en faire, est de nature à nous permettre de développer ce bien commun. Et toujours sur le terrain des principes, il y a un troisième élément que je trouve important, c'est le rapport au temps. Je crois que c'est Taguieff qui a eu cette formule que je trouve très juste. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment déterminé une sorte de basculement futurocentriste qui fait qu'on admet que demain sera meilleur qu'hier? Et l'idée de progrès, en quelque sorte, se met en œuvre, se met en mouvement et aboutit à un regard particulier que l'homme porte sur lui-même, porte sur sa création, porte sur ses créations. Un moment, en quelque sorte, où la création devient plus importante que le créateur. Et la création a une existence autonome par rapport au créateur. Et tous ces éléments vont effectivement donner une image un peu particulière du bien commun, alors qu'il va se traduire sur le terrain très, très positif par à la fois des prises de position sur le terrain économique très, très importantes. L'économie a un rôle déterminant, la pensée économique a un rôle déterminant dans la vision du bien commun. Est-ce que je suis attentif à ma satisfaction personnelle ou est-ce que je dois être attentif à la satisfaction de tous? Et est-ce que ma satisfaction personnelle est de nature, et c'est toutes les ambiguïtés qui ont été soulignées par Axel Kahn sur vertu publique, vice privé, vertu publique en quelque sorte. La lecture anglo-saxonne, la lecture française, je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Mais au-delà, s'impose l'idée que le bien commun, dans la traduction concrète que les choses vont avoir, le bien commun bénéficie d'une qualification morale. Le bien commun, c'est mieux que l'égoïsme. Et si certains, dans la période, vont être tentés de valoriser l'égoïsme, je pense à une pensée qu'on n'a pas citée, mais c'est quelqu'un que je trouve central, Stirner en particulier. L'unique est sa propriété. Quelqu'un qui vous dit à un moment déterminé, c'est de la survalorisation absolue de ce qu'est mon égoïsme personnel que va résulter la mise en œuvre de quelque chose qui peut être de l'ordre du collectif. Et on va voir se développer les idées de service public. Qui est-ce qui doit faire, en clair? Est-ce que c'est la communauté qui doit faire, qui doit se mettre en mouvement? Est-ce que c'est une émanation institutionnelle de la communauté qui est l'État? Qui est-ce qui va avoir en charge ce bien commun? Est-ce que, oui, alors, si c'est l'État, à partir du moment où on l'admet comme étant le porteur de l'intérêt général, ça veut dire qu'il faut à tout le moins lui donner une légitimité. Et on va avoir le débat démocratique qui va apparaître comme étant un facteur de légitimation de l'institution étatique comme porteur de l'intérêt général. Est-ce que c'est la société qui elle-même doit être le creuset au sein duquel se développe une vision du bien commun et de l'intérêt général? Oui, bien évidemment, mais par quel canot cet intérêt général va-t-il passer pour pouvoir devenir une réalité? Donc un véritable débat sur les modalités et un débat également sur la lecture que l'on peut faire des réalisations, parce qu'on s'aperçoit que, en clair, le bien commun, enfin, j'allais presque dire le bien commun, cette particularité d'être une notion dont le pluriel ne lui correspond pas. Le bien commun, on voit très bien ce que c'est philosophiquement, mais on s'aperçoit immédiatement qu'on peut avoir aussi une réflexion sur les biens communs, donc des éléments qui pourraient être soustraits à toute appropriation individuelle et constituer, par exemple, de l'eau, enfin des l'air, enfin je ne sais pas trop quoi, peut-être la nécessité de se nourrir, enfin peut-être la monnaie aussi qui échapperait à l'appropriation individuelle. Donc on est en permanence bousculé entre l'idée de défendre des principes et la nécessité de considérer que les principes que l'on défend, qui sont des principes souvent qui se réduisent au bien commun, ne correspondent pas nécessairement au pluriel que sont les biens communs. Mais je ferme la parenthèse. Nous vivons aujourd'hui dans une société au sein de laquelle l'anthropologie que j'évoquais comme nécessaire à cette vision du bien commun est en train d'être reconsidérée. La postmodernité est là pour nous le démontrer. L'idée des principes de nature supérieure qui seraient de nature à construire cette vision du bien commun sont des principes discutés. Et enfin, on est sorti du basculement futurocentriste. Aujourd'hui, il n'est pas évident que demain soit meilleur qu'hier. Il est même parfois certain que, et les inquiétudes qui existent dans la société le démontrent, ce qui m'amène à, et je terminerai mon propos qui doit rester également dans la norme en termes de temps, mais qui est un petit peu conclusif autour de la question, de la nécessité aujourd'hui de savoir
dans quel cadre, à quel niveau et avec quels objectifs on se met en situation de débattre du bien commun. Comme je le dis en commençant, le bien commun n'existe que si on se donne les moyens de le penser. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des instances au sein desquelles le bien commun peut être pensé? Alors, la maçonnerie s'est donnée pour finalité, lors de sa création, d'être un de ces espaces. Mais je dirais qu'à la limite, elle n'est ni meilleure ni pire que les autres. La franc-maçonnerie est le produit de l'histoire, donc la franc-maçonnerie a pensé le bien commun comme le pensaient les hommes du XVIIIe. Donc si la maçonnerie doit en rester à ce qu'a été, ce qu'il a justifié dans sa création, c'est une bien pauvre conquête. Disons qu'elle doit figurer dans le musée des... non pas des horreurs, hein, bien au contraire, mais le musée des accessoires qui, à un moment déterminé, ont permis à une pensée particulière de s'incarner et d'être développée. Bien sûr qu'elle a évolué, la maçonnerie, et je pense que c'est plutôt intéressant qu'elle ait évolué, mais elle a évolué aussi à l'image de la société. Donc cela constitue, lorsqu'ils sont dans la maçonnerie, ils ne sont pas d'une nature différente de ce qu'ils sont dans les comportements sociaux qu'ils adoptent ou les activités sociales qui sont les leurs. Et je me demande si, au-delà de la maçonnerie, il y avait une table ronde tout à l'heure à laquelle j'ai participé où j'ai prononcé le nom de ce penseur auquel je me réfère assez souvent. Je pense que la maçonnerie est un petit peu comme l'ensemble des espaces au sein desquels se trouve réfléchi le bien commun, devrait se souvenir qu'il y a un immense penseur italien du XXe siècle qui s'appelait Antonio Gramsci et qui nous avait enseigné que existait ce qu'il appelait des blocs hégémoniques à un monde déterminé, c'est-à-dire des moments dans l'histoire où à la fois des convictions communes se construisaient, des appareils idéologiques d'État se mettaient en place, qui permettaient de déployer une vision de la société que l'on souhaitait communément adopter. Et je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment où nous devrions nous ressouvenir de l'importance de la pensée gramscienne, en considérant que ce dont nous débattons aujourd'hui, ce sont les éléments d'un combat culturel. Et que ce qui, à la limite, nous rapproche ou nous sépare, est ce qui devrait constituer le terreau à la fois de l'organisation sociale que nous souhaitons, des rapports interindividuels que nous désirons mettre en place, et de l'avenir que nous sommes... j'espère, pour la plupart d'entre nous, en situation de penser pour nos enfants. Et cette vision des choses, je pense qu'on ne pourra la mettre en œuvre, on ne pourra la partager, que si on recommence à penser la politique. Si on recommence à penser que les lieux au sein desquels l'on pense sont d'abord des lieux de construction du politique, avec les affrontements, avec les oppositions qui existeront nécessairement, mais penser la politique, c'est penser la cité. C'est penser la police, c'est penser le bien, presque mécaniquement le bien commun. Mais le penser comment? Le penser au travers de qui? On a beaucoup dit dans les années qui précèdent que les partis politiques, dans leur forme traditionnelle, avaient pour l'essentiel échoué dans leur mission. Aujourd'hui, ce sont des instances de reproduction ou de production des élites dirigeantes. Ils sont de plus en plus rarement des instances de production de la pensée. Ou alors, s'ils essaient de produire de la pensée, c'est souvent pour les seuls partis dont on pense qu'ils sont aujourd'hui dans le cadre du débat public, produire une pensée nauséabonde. Enfin, c'est notamment la pensée populiste qui est aujourd'hui l'une de celles qui est en train, si nous y veillons, à gagner le terrain culturel. Donc je pense qu'aujourd'hui, la façon dont nous vivons le bien commun est une façon qui doit nous autoriser aussi, non seulement à avoir intellectuellement une approche du souhaitable, mais également une approche de l'inacceptable, donc une contestation de l'inacceptable. Si nous ne reprenons pas ce combat culturel, si nous ne parvenons pas à créer les outils de construction d'un nouveau bloc hégémonique, nous sommes non seulement en situation de voir le bien commun tel que nous souhaitons mis en jachère, quelles que soient les réflexions sur des modalités transitoires que je trouve particulièrement intéressantes, et je vais terminer là-dessus, mais nous sommes en situation également de voir capituler la vision qui est la nôtre de l'homme. Nous sommes en situation de démentir
la phrase tronquée de Protagoras que l'on a évoquée tout au cours du XIXe siècle. L'homme est la mesure de toute chose. Et si nous ne reprenons pas ce combat politique, si effectivement nous n'avons pas les moyens institutionnels et idéologiques de reconquérir le combat culturel, nous serons dans les années qui viennent, soit pour des motifs retirés des dévoiements de l'économie, mais qui sont liés au même principe, c'est parce qu'il n'y a plus de conviction commune, nous trouverons en situation de pleurer ce dont nous avions rêvé et en situation éventuellement de reconstruire une logique de résistance, mais je préfère les logiques de conviction aux logiques de résistance parce qu'elles me semblent plus opératoires, même si les logiques de résistance ne sont pas inutiles lorsque les temps deviennent difficiles. Merci. Merci. La parole est à la salle. Avec le micro-baladeur. Alors, bonjour. En préalable, excusez-moi d'avance si je formule mal ma question. Le bien commun est quelque chose que les humains se sont évertués à faire quand même depuis quelques siècles. On a vécu des systèmes politiques qui ont eu pour but de construire peu ou prou le bien commun. Le communisme était basé sur ce fondement et le revenu, pardon, je ne me rappelle plus votre terme, le revenu automatique était un peu un des credos du communisme. Il m'est arrivé en voyage d'études d'aller en URSS et on nous expliquait avec fierté que chaque ouvrier avait un minimum. Donc voilà, le bien commun, où le situez-vous par rapport aux systèmes qui ont vécu jusqu'à présent? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qu'on doit créer? Bon, tous les trois, nous pouvons répondre. Je vais le faire assez brièvement. Il convient effectivement, tout d'abord, de préciser ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas forcément de la même chose, tous les trois, lorsque nous évoquons le bien commun. En revanche, il y a un point commun à notre définition du bien commun, c'est qu'il est difficilement réductible à la somme des intérêts individuels. Il existe des desseins qui transcendent la légitimité qui est nôtre en poursuivant notre intérêt, d'abord l'intérêt de vivre, de manger, de nous reproduire, d'accéder à nos plaisirs. Tout cela a une légitimité incontestable. Mais il y a la conviction chez beaucoup, et je crois chez chacun d'entre nous en tout cas, il y a la conviction que cela n'est pas la somme des desseins que nous devons collectivement nous fixer. Je vais donner un exemple. S'il n'y a pas la volonté de préserver la planète, c'est un point très important, mais également de faire en sorte que l'accès à l'air, l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments ne dépendent pas uniquement des moyens que nous avons de nous le payer, car il s'agit d'une richesse commune. Et je pourrais énumérer d'autres situations peu contestables. Alors, il faut des systèmes tels que l'on puisse poursuivre cela. Vous avez parlé de la construction du communisme. Je suis très intéressé naturellement par le marxisme. Je vais faire une critique du marxisme qui, d'après moi, explique l'échec de sa mise en œuvre ici et là. Karl Marx est un extraordinaire analyste du capitalisme, on va dire du libéralisme classique, tel que édifié par Adam Smith, qui est l'une de ses références. Il le connaît parfaitement, ils ont beaucoup de points communs, et il le critique, et
en particulier sa description des contradictions, de la nécessité du fait d'une baisse tendancielle du taux de profit, d'une exploitation croissante du prolétariat, ce sont des éléments fondamentaux pour n'importe qui s'intéresse aujourd'hui à l'économie. Cela étant dit, mon voisin de droite a parlé, je l'ai fait également, de baser sa réflexion sur une certaine anthropologie. Le marxisme a cette caractéristique de ne pouvoir le faire, puisque la nature de l'homme dépend fondamentalement de l'évolution des rapports de production et de la société. La citation est de Marx, à peu près. L'homme, c'est la société de l'homme, ce qui est vrai, mais la société de l'homme, c'est aussi l'homme. Et cette deuxième dimension n'est pas mise au même niveau par Karl Marx que la première. Et ça va créer un problème. Par exemple, il est très convaincant lorsqu'il indique que le prolétariat, dans les conditions du XIXe siècle, a un intérêt tout à fait évident, compte tenu de l'exploitation croissante, à prendre le pouvoir. Il est convaincant. En revanche, il l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui va maintenir la communauté d'intérêts et de destin du prolétariat alors qu'il aura pris le pouvoir et qu'il aura échappé par conséquent à l'oppression du système qu'il a renversé. De la même manière, il y a, comme on dit, une aporie philosophique, une impossibilité philosophique. Puisque c'est la société qui fait l'homme, la société communiste verra émerger l'homme communiste du fait de cette modification fondamentale des rapports de production, et chacun aura dès lors selon ses besoins et non pas selon ses talents. Le but réellement de cela. La seule difficulté, c'est que comment émergera la société communiste alors que l'homme communiste n'a pas encore émergé? Et donc comment émergera l'homme communiste alors que la société communiste n'a pas émergé sous la phase transitoire de la dictature du prolétariat? Est quelque chose qui mérite au moins d'être questionné. Et systématiquement, on verra effectivement se reproduire dans les pays communistes, tout d'abord un problème majeur qui est celui il est critiquable, de la productivité du travail par rapport à tous les autres pays, d'où la nécessité de fermer les frontières pour éviter évidemment d'être submergé par la concurrence internationale. On verra des oppositions en réalité, des crises absolument fantastiques survenir dans ce cadre-là. Donc l'élément absolument essentiel, et sur ce point j'ai une petite divergence avec l'orateur qui est à ma gauche, M. Bocquet, c'est que je pense que jamais, en aucun cas, et jamais d'ailleurs dans l'histoire cela a été le cas, il ne peut suffire de la somme des bonnes volontés individuelles pour garantir le bien commun. Et pour une raison psychologique, c'est qu'en nous, nous avons une certaine ambiguïté, ambivalence. Nous sommes des consommateurs égoïstes et cupides, éventuellement violents, mais nous avons une capacité à la générosité et à la pensée du bien commun. Or, toutes les modélisations montrent que, simplement au niveau individuel, certains d'entre nous seront profondément bons, s'engageront dans la solidarité, mais toutes les modélisations montrent qu'au niveau individuel, il y a de fortes chances que ce soit l'égoïsme qui, in fine, algébriquement, finisse par l'emporter. En revanche, la capacité que nous avons tous à penser le bien commun, la générosité, fait que nous avons la capacité de penser une volonté collective dont la finalité est le bien commun. Et à mon avis, il est fondamental, que ce soit l'État ou un autre mode, il est fondamental de penser cet engagement dans cette volonté et dans cette action collective. Peut-être une autre question, peut-être, certainement une autre question. Bonjour. Je réponds à l'intervention de M. Frédéric Bousque avec qui je suis complètement d'accord. Parce que si, effectivement, on cherche un tant soit peu, on se rend compte déjà qu'il y a des tas de villes, effectivement, dont Toulouse, qui ont mis en place, effectivement, des sociétés, des monnaies locales, dont on n'entend pratiquement pas parler.
Donc, la première question, c'est effectivement comment peut-on les mettre en place déjà ? Comment peut réagir le gouvernement face à la TVA, naturellement, qui lui échappe ? Deuxièmement. Et d'autre part, effectivement, il y a également des sociétés coopératives qui se mettent en place dans des régions qui fonctionnent très très bien, où là également il n'y a pas de TVA. Alors la question est comment effectivement mettre en place tout ce système. Bon, la question est ciblée. Je vais passer tout de suite la parole. M. Bosquet. Alors, déjà, je profite, mais je vais répondre à votre question pour rebondir sur l'intervention d'Axel Kahn sur cette idée de volonté générale et d'État. En aucun moment, je ne dis que la volonté générale n'a pas besoin de s'exprimer par un outil technique qui va mettre en œuvre cette volonté générale. Je dis que quand on prend une voiture, on décide ensemble où c'est qu'on va, et après on confie le volant à quelqu'un qui va là où on a dit qu'on allait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion complète qui s'est instaurée entre la partie législative qui fixe le cap et le gouvernement qui gouverne pour y aller. Aujourd'hui, c'est celui qui gouverne qui fixe le cap. Moi, je dis que sur la partie de la volonté générale, c'est-à-dire sur le commun, pas après sur la façon, bien sûr, il faut que les plus efficaces gouvernent, quoique parfois beaucoup de résilience aide dans la vie. Trop d'efficacité tue la vie. Donc, mais encore une fois, c'est très très important de dire que nous avons besoin de refonder le bien commun par une volonté générale qui ne peut s'exprimer que par le citoyen lui-même réuni en constituante. Ensuite, une fois qu'on a défini ce qui nous est commun, après, on élit ce qu'on pense être le plus efficace pour aller là où on a dit. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des gens qui gouvernent, qui font les lois et qui s'assurent eux-mêmes d'ailleurs que ces lois vont servir leurs propres intérêts pour la plupart du temps. Donc moi, je pense que nous devons revenir aux citoyens qui fixent le cap. Et ensuite, pour revenir à cette histoire de monnaie citoyenne, c'est extrêmement important parce que les deux exemples que je vous ai donnés sont à la fois local et global. Le revenu de base, il doit être global pour déconnecter le lien entre revenus et activité marchande. Aujourd'hui, on le sait depuis l'IPIET, il y a à peu près la moitié de la richesse monétaire qui est produite par le secteur public et privé, et l'autre moitié, c'est le secteur non marchand. Aujourd'hui, si les personnes volontaires bénévoles, l'origine, c'est vouloir le bien. Ce n'est pas gratuit. Vouloir le bien, ce n'est pas gratuit. Ça demande de l'énergie. Quand tous les jours vous descendez et vous faites ce travail-là, ce n'est pas une vocation, les amis. Moi, j'aimerais bien faire du saxophone. Mais à un moment donné, il y a le devoir qui nous impose de dire là, il faut que je m'en mêle. Il faut que je m'en mêle. Donc, le problème de ces monnaies citoyennes, c'est qu'elles doivent nous donner les moyens de réorienter ces flux financiers vers des acteurs responsables sur le plan sociétal, environnemental et humain. Et pour faire ça, il faut commencer là où on est. C'est vraiment très simple. Vous vous réunissez avec vos amis autour de vous. Vous mettez en commun une épargne que vous sortez des banques commerciales privées et que vous mettez vers des banques commerciales éthiques. Il y en a le crédit coopératif, vous avez quelques banques, le crédit mutuel. Je ne vais pas citer les noms de toutes les banques qui sont éthiques, mais il y en a. Et surtout, vous faites attention que ces fonds soient mis sur des fonds éthiques avec un label Finansol. Et en contrepartie, ensuite, vous mettez en circulation des titres de paiement que vont accepter des acteurs commerçants, entrepreneurs, qui vont ensuite effectivement produire ces biens et ces services. Donc ça ne dépend que de vous en fait. Commencez là où vous êtes, hein. On a toujours commencé là où on est. Donc commencez là où vous êtes et puis si c'est juste, eh bien, ça grandira. Aujourd'hui, il y a 10 ans par exemple, quand on a démarré, personne ne parlait des monnaies citoyennes. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où on n'est pas appelé par des collectivités locales, des municipalités, des régions, des départements. On vient d'être reçu par l'agence de contrôle prudentiel de la Banque de France, qui maintenant regarde ça d'un œil beaucoup plus avisé, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui les moyens par lesquels on va faire redescendre l'euro dans les économies locales. Il n'y a pas de moyens aujourd'hui. Il y a tellement de titres privés en circulation que les grandes organisations internationales se foutent royalement des monnaies, puisqu'ils échangent entre eux en titres privés. Et donc, on ne sait plus comment aujourd'hui faire redescendre l'euro. On sait générer 1 milliard pour faire un barrage, mais on ne sait pas générer 1 000 € pour sauver une personne ou un petit commerce. Donc, il nous faut le reprendre en main. Et pour ça, il faut y aller, quoi. Il faut s'y mettre. Oui.
Ce n'est pas parce que je préside que je vais me priver de dire quelque chose. Juste un codicile dans le mal qui nous gouverne. Il y en a un qui n'a pas été signalé, mais c'est parce que les gouvernants sortent tous de la même école. Mais ça, c'était pour vous faire plaisir. Dans la salle, il n'y a pas... Voilà. Une petite question rapide, un peu naïve et légèrement épicée. Nous travaillons dans un cadre qui vise l'universel. Nous parlons d'une notion que nous voulons universelle. Alors comment se fait-il qu'elle ait tant de mal à passer la rampe bruxelloise, c'est-à-dire le niveau européen, un niveau géographique un peu plus grand, sinon un peu plus universel que notre bel hexagone? Oui, plusieurs éléments de réponse. Je pense que l'universel est un piège. Que l'universel, je ne dis pas que l'universel n'existe pas. Je pense que l'universel a une fonction de repère et que chacun peut se rattacher à un universalisme qui le rassure. Mais l'universel présente un danger, c'est qu'il nous amène parfois à parler depuis le ciel des idées, ignorant que nos pieds sont parfois dans la glaise et que le réel nous rattrapera si nous n'avons pas l'intelligence de considérer qu'il doit interpeller en permanence notre réel. Et ce à quoi nous devons nous attacher, me semble-t-il, et ça rejoint totalement le thème de cette table ronde. Et là, je me référais à un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe contemporain qui s'appelle François Julien, sinologue, parfait connaisseur de la pensée grecque, mais qui, dans plusieurs de ses ouvrages, et avec une force de plus en plus importante, dit aujourd'hui, ayons le courage de nous départir d'une vision orgueilleusement universaliste pour tenter modestement de définir ce qui nous est commun. Et on ne peut définir ce qui nous est commun que sous deux conditions. Alors, il ne les expose pas comme ça, mais je vais vous donner ma petite lecture de l'œuvre de François Julien. Cela est possible dès lors que nous avons la capacité ou l'intelligence, je ne sais pas comment il faut le dire, ou l'éducation, ou le niveau de compréhension suffisant pour savoir ce qui, dans nos propres ressources de sens, mais dans les ressources de sens qui viennent d'ailleurs, ce qui, dans ces ressources de sens, est de nature à nous parler, quelles que soient nos propres singularités. Donc, partir à la recherche des ailleurs, afin de leur faire produire la part de sens qui nous interpelle au regard de ce qu'est notre construction. Et deuxièmement, il y faut, me semble-t-il, une part à la fois de modestie et d'orgueil pertinent. De modestie en ce sens que ce commun va évoluer avec le temps. Il ne sera pas enfermé dans des remparts inexpugnables parce que les exigences que nous renvoie la sociabilité changent. Hein. Plus une société est diverse, donc riche, plus il y a nécessité d'être attentif à ces ressources diverses de sens et à la recherche en commun, mais avec également une volonté fondée sur un orgueil intelligent qui vise à faire remplir à ce commun le rôle que trop longtemps on a voulu faire remplir à l'universel, à savoir l'instrument de construction d'un vouloir vivre ensemble dans un espace que l'on aura eu la pertinence de définir et qui, à l'évidence, n'est plus l'espace hexagonal. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en capacité de développer dans l'espace hexagonal sur le terrain de la pensée, je pense que nous devons le mettre dans le pot commun que nos amis anglo-saxons également sont de nature à alimenter, ils l'ont alimenté historiquement. N'ayons aucune réserve, n'ayons aucune prudence, sachons simplement que ce qui sera de nature à donner pertinence à ce que nous avons pensé ensemble, à ce que nous avons mis en œuvre ensemble, c'est l'opérativité concrète des solutions définies. Ce n'est pas la beauté un peu clinquante des formules utilisées, ce n'est pas le caractère, comment dirais-je, rassurant que peuvent nous donner des convictions qui, à force de n'être pas mises en œuvre, sont extrêmement faciles à partager. Aujourd'hui, on partage d'autant plus facilement
des convictions qu'on se garde bien de mettre en œuvre. Et notamment sur le terrain de l'universel, il y en a quantité de ces convictions que certains... Je termine là-dessus. La salle. Tes mains se lèvent. Bien. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais rebondir sur la question et je vais peut-être aller même plus loin que Bruxelles. Ce que nous disait M. Kahn, je trouvais était assez pessimiste, dans le sens où, globalement, on s'est pris de plein fouet et systématiquement, de la même manière, sans aucune réflexion, à chaque fois les crises qui étaient des crises économiques. C'est-à-dire que, globalement, on nous parle du marché, mais derrière le marché, il me semble quand même qu'il y a des hommes. Parce que pour moi, le marché, il n'a aucune existence physique. Il y a des hommes. Et que visiblement, ces hommes qui gouvernent ces marchés n'apprennent pas des erreurs. Ensuite, globalement, j'entends bien qu'il faut faire, je dirais, les petites fourmis dans notre coin. Mais dans l'heure où, globalement, tout ce qui se passe se fait au niveau mondial, que les décisions économiques sont des décisions mondiales, comment faire en sorte d'être sûr que le bien commun qu'on va construire pour nous corresponde à minima au bien commun des autres, parce qu'il me semble globalement que l'homme a toujours agi dans un bien commun et que ce sont les dérives de ces actions vers les biens communs qui ont quelquefois causé le malheur de beaucoup. Et j'ai l'impression que globalement, on nous demande d'agir localement comme des petites fourmis, et qu'on est quand même toujours sous une menace de choses qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que quand même, il nous faut maîtriser un minima, peut-être, alors pas l'universalité, mais au moins des consciences économiques. Vous avez fait beaucoup référence à des penseurs anglo-saxons, à des penseurs français. Je crois qu'on est encore très égocentré et que moi, je ne connais pas encore quels sont les penseurs sinologues. Quels sont les penseurs du Qatar, qui viennent effectivement pervertir un certain nombre de choses, tout en apportant aussi d'autres éléments. Et je crois que parfois, il serait intéressant de sortir un petit peu de nos frontières, parce qu'elles sont de moins en moins tangibles, et qu'on est de plus en plus, je dirais, bouleversé par l'extérieur, en bien comme en mal. Merci, madame. Transition entre ce que vient de dire Jean-Michel Ducomte, avec lequel je suis tout à fait d'accord, à une exception près, et votre propos. Revenons sur l'universel. Il y a tout de même quelque chose qui est universel, qui est important, et il faut l'affirmer. Et il faut l'affirmer sans aucune exception, avec rigueur, avec énergie, avec horreur vis-à-vis de tous ceux qui ne veulent pas en convenir. C'est que notre humanité est universelle. L'humanité de tous les humains est universelle, et que cette universalité-là comporte des codicilles. Par exemple, notre humanité est masculine et féminine, et par conséquent, quelque compréhension que nous ayons de la diversité culturelle, nulle part la répression de la manière féminine d'être humain ne peut être acceptable, même par quelqu'un qui, avec beaucoup d'humilité, pense le local plus que l'universel. Donc voilà, j'ai un peu de difficulté à faire totalement abstraction de l'universel. Cela étant dit, je suis d'accord avec lui quand même, bien entendu, c'est-à-dire, je dis souvent, j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous tout à l'heure d'un homme exceptionnel qui était mon ami, j'ai écrit un livre avec lui, un livre optimiste, l'avenir n'est pas écrit, et j'y reviendrai, qui est Albert Jacquard. Mais évidemment, quand on a des amis, on a évidemment dans le respect de l'autre, on a des divergences. J'avais une divergence avec Albert Jacquard, qui est tout à fait en phase avec ce dont on parle. Je trouve qu'Albert Jacquard inscrivait son action dans un monde très idéal. Lui pensait l'universel systématiquement. Et mon propos et ma réflexion, ma conviction, c'est que l'on peut naturellement inscrire son action dans le monde tel qu'on aimerait qu'il fût. Mais pour qu'il ne soit pas insignifiant, il vaut mieux essayer de l'implanter dans le monde tel qu'il est. Et de ce fait, je pense que si l'on pense
l'universel, c'est bien ici et maintenant que l'on agit, au nom éventuellement de quelques valeurs universelles. Mais c'est bien ici, réellement et maintenant. Et à ce propos, suis-je pessimiste? Mais non, je ne suis pas pessimiste. Puisque je vous dis, l'avenir n'est pas écrit. Et vous avez raison, madame. C'est parce que certains essayent de nous convaincre que l'avenir serait écrit, suivant les cas et suivant ceux dont je parle, soit dans les gènes, soit dans les marchés, soit dans je ne sais quelle règle d'or venant de Sirius, que sais-je, du cosmos. C'est parce que nous sommes en quelque sorte impressionnés par cette certitude que nous avons perdu l'énergie, la volonté, le plaisir de vouloir. Et de fait, si cela ne sert à rien de vouloir, car l'avenir serait écrit par d'autres, par des lois, eh bien, on se replie dans l'individualisme le plus étroit. Il n'en est rien, l'avenir n'est pas écrit. Et vous avez raison encore sur un point. Derrière les marchés, derrière les règles, derrière l'économie virtuelle, derrière tout cela, il y a des bénéficiaires, naturellement. Ça a été fait au nom d'une pensée et au profit de bénéficiaires particuliers. Évidemment qu'il en est ainsi. Et lorsque l'on essaye de nous indiquer il n'y a pas d'alternative, il faut refuser a priori, ne serait-ce même que cette approche. Donc je ne suis pas optimiste, car si j'étais optimiste, je dirais, écoutez, à quoi ça sert de discuter là, car de toute façon, le meilleur est certain. Je ne suis pas pessimiste, car si j'étais pessimiste, je dirais, écoutez, vu que le pire est certain, je rentre chez moi, je me lutine avec ma copine, je me fais une bonne bouffe, et puis voilà. Non, je suis ici, je parle avec vous, j'essaye de défendre mes opinions, parce que l'avenir n'est pas écrit. Il me revient de l'écrire, il vous revient de l'écrire. Merci. Je voudrais passer la parole à M. Bosquet qui avait un mot à dire. Oui, encore une fois, je pense que notre République, elle a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle tente un projet à la fois collectif qui est celui de la préservation et du renouvellement du bien commun, et un projet singulier qui est celui de l'émancipation de chacun de ses composants. Et ceux qui vont dire qu'on est vraiment dans la diversité, une très grande diversité. Et c'est justement parce que nous voulons vivre ensemble dans cette diversité, malgré que nous sommes différents, que nous avons besoin d'un commun. On n'aurait pas besoin de démocratie si on voulait s'habiller tous de la même façon, vivre la même chose. Pas besoin de démocratie pour ça. La démocratie, elle est là parce qu'effectivement, nous voulons tous expérimenter le chemin de notre propre bonheur. Et en même temps, nous voulons l'expérimenter avec les autres, qui n'ont pas forcément le même. Et c'est ça, pour moi, le projet républicain et démocrate. C'est un projet qui vise à rassembler ce qui est épars et à faire que ce qui est épars converge vers quelque chose de commun, en conservant, voire même en augmentant sa diversité. Et là, le projet français a, en tout cas, un atout à apporter au reste du monde. Ça ne veut pas dire que le reste du monde n'a pas apporté un projet commun. Ça veut dire que chaque culture apporte dans le panier de l'humanité une pomme, une poire, une mangue, bref, un certain nombre d'éléments différents qui font que le panier constitue l'humanité. Et je vois là-bas, sur la petite, je ne sais pas comment on appelle, sur la bannière, notre grande trinité, la liberté, égalité, fraternité. Et si je regarde bien, on a placé la fraternité en haut. Parce que moi, je pense que jamais je ne pourrai habiter, vivre avec quelqu'un avec lequel je ne ressens pas cette fraternité. Et je pense que contrairement à la mécanique qu'on voudrait nous imposer, cette mécanique qui massifie, qui rend anonyme les gens, presque on va leur servir la béquille, hein, eh bien moi je pense que nous devons aller tout au contraire, hein, vers beaucoup plus de fraternité, vers un état d'être qui nous fait qu'au repos, on est bien. J'ai fait le Tour de France en vélo assistance électrique, j'ai fait 2400 km. J'ai parcouru les régions de France que je trouve extraordinaires, magnifiques, mais il n'y a qu'un endroit où on s'emmerde, c'est dans les grandes villes. C'est là où on concentre la production, la consommation. C'est là où ce stress
permanent de devoir tous les jours bosser pour un boulot qu'on méprise uniquement parce qu'on veut un revenu, c'est ça qu'il faut changer. Parce que les 95% du territoire, mais c'est d'une beauté à pleurer. Combien de fois j'ai pleuré? Je pense qu'on doit retrouver une esthétique en politique. C'est-à-dire le fait de vouloir construire quelque chose dans lequel on a envie d'habiter ensemble. Ce n'est pas les luthiers qui font les grandes œuvres, c'est les créateurs. Ils ont besoin des luthiers. Mais un luthier peut faire de la musique s'il est aussi un créateur. Ce n'est pas au luthier à faire la grande musique. La grande musique, elle est faite par nous. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On a bien compris que vous n'étiez pas comme Alphonse Allais qui voulait construire les villes à la campagne quand même. La salle. Bonjour, merci pour vos interventions. Juste une petite observation. Est-ce que si la monnaie citoyenne n'est pas connue, à part le fait de son instauration par-ci par-là, est-ce que ce n'est pas parce que les masses médias sont également contrôlés par les mêmes patrons qui contrôlent les finances et qui n'ont aucun intérêt à ce que cette monnaie citoyenne soit connue, effectivement, avec des informations un peu plus détaillées au sujet de ces structures. Et ensuite, un vœu pieux, peut-être sous un gouvernement socialiste, on ne peut pas espérer que ce genre de système puisse au moins, entre guillemets, être un petit peu institutionnalisé davantage dans l'économie globale. Merci. On va peut-être prendre plusieurs questions. Je vous signale qu'il est 1h moins 10, donc il nous reste 10 minutes. 3-4 questions de la salle et puis les intervenants répondront en concluant. Deuxième question. Tout d'abord, merci pour vos interventions de grande qualité, mais on reste très souvent, et même si vous avez complètement raison, sur le constat, à part Monsieur Bosquet, effectivement, où vous nous donnez un certain nombre de pistes. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que les gens que Madame évoquait fort justement, qui sont les détenteurs de la très grande partie des richesses, vont résister et résisteront? Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, quand ils sont dans une position qui est la leur, ils ne vont pas accepter que les choses changent. Donc pour eux, ce serait aussi lâcher beaucoup. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Et ensuite, moi j'ai quelque chose qui, il me semble, c'est la notion d'urgence aujourd'hui. Quand un certain nombre de gens ne peuvent pas satisfaire les besoins primaires ou premiers qu'avait décrit Maslow, enfin, on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, quand des gens sont en état de travailler et ne peuvent pas assurer le logement et le minimum pour leurs enfants, je pense qu'il y a urgence. Voilà. Et comment éviter que cette urgence ne se transforme en violence exacerbée qu'ont pu être certaines révolutions. Voilà. Merci. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, le mouvement des monnaies citoyennes, c'est un mouvement d'abord d'éducation populaire. Et pour ça, je raconte souvent une petite blague que j'aime beaucoup, qui prend 2 minutes. C'est deux petits poissons qui nagent dans l'océan et ils croisent un vieux poisson accoudé sur ses nageoires qui leur fait « Salut les gars, ça va ?» Alors les 2 petits poissons, ils se regardent, ils font « Oui, ça va ?» Et puis ensuite, le vieux poisson les regarde, ils font « Comment va l'eau aujourd'hui ?» Et là, les 2 petits poissons, ils se regardent, ils font « Mais c'est quoi l'eau ?» La monnaie est aux citoyens ce que l'eau est aux poissons. C'est-à-dire que la monnaie est hors du champ politique aujourd'hui. Avant de chercher à la modifier, à la réorienter, il faut la réintroduire dans le champ politique. Nous ne pouvons pas poser le levier sur une pierre qui bloque l'émancipation tant qu'on n'a une fois pas vu au moins ce qu'est cette pierre et où poser ce levier. Et donc je pense que ce n'est pas les masses médias qui nous empêchent de faire les choses. C'est simplement que nous devons être de plus en plus nombreux à en parler autour de nous. À parler du fait que ce n'est pas normal que tous les citoyens aujourd'hui n'aient pas de quoi
acheter les produits de base. Ce n'est pas normal aujourd'hui que nos entreprises qui ont une capacité de production certaine, qui pourraient produire durable, ne peuvent pas le faire parce que les investissements ne vont pas à l'économie, mais vont sur les marchés financiers. Vous voyez, c'est des choses aussi bêtes que ça. C'est souvent dans les problèmes complexes. Ça, c'est ce que Yolande Bresson m'a appris. Il faut aller chercher le gène. Il faut aller chercher le gène du changement qui va modifier l'intégralité de ce système complexe. Il faut savoir où mettre le levier. Le levier, aujourd'hui, il est, un, à poser sur la monnaie qu'il faut transformer en bien commun, et deux, il faut que la volonté générale puisse s'exercer sur ce levier. Pour ça, il faut des outils très concrets sur lesquels les gens puissent agir. Vous pouvez, dès demain matin, commencer à transformer cette société en vous occupant de façon citoyenne de comment votre monnaie circule et comment elle est épargnée. Nous devons transférer notre pouvoir de vote vers l'économie. Tant que nous n'aurons pas fait ça, nous ne pourrons arriver à rien. Et ce n'est pas les masses médias qui nous en empêchent, c'est nous qui ne sommes pas encore mûrs. On ne fait pas pousser les arbres en leur tirant sur les feuilles. Donc il faut labourer, jusqu'à ce qu'une idée devienne évidente. Merci de m'aider. Donc c'est plutôt une conclusion, semble-t-il. Réponse-conclusion. Alors, je répondrai à une observation d'Axel Kahn en lui disant qu'il n'y a aucun désaccord entre nous, me semble-t-il, sur la place qu'il convient de reconnaître à l'universel, puisque j'avais moi-même défendu un accord avec mon ami Jean Chenot, l'idée d'un universel générique, et qui correspond grosso modo à l'idée que vous avez évoquée d'universel. La simple exigence, me semble-t-il, c'est de ne pas tout abandonner à l'universel, et de considérer que, hic et nunc, il est nécessaire de définir du commun. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'apport de François Julien est remarquable à l'heure actuelle, notamment dans sa leçon inaugurale sur la chaire de l'altérité à la Maison des sciences de l'homme. Elle mérite d'être lue et relue. L'écart et l'antre, dit-il, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'écart entre les ressources de sens, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Donc oui, certes, il faut l'un et l'autre. Je pense qu'on marche toujours sur deux pieds. Où on marche avec deux repères, donc un repère lointain et une réalité beaucoup plus proche. C'est ce que les marxistes appellent le sens de la praxis aussi. Je crois que c'est, il y a dans la pensée marxiste beaucoup de choses qui ne sont pas à jeter avec l'eau du bain de la pratique. Le débat a porté sur l'importance de la fraternité. Je n'allais pas dire méfions-nous, mais sachons exactement le rôle que nous souhaitons faire jouer à la fraternité. La fraternité a cette particularité dans la devise républicaine d'être l'élément non juridique. La liberté, on l'organise, on la conquiert. L'égalité, on la met en œuvre selon des modalités que le droit permet. La fraternité est une valeur beaucoup plus morale, éclairante. Et il y a un danger avec les valeurs de nature morale, c'est que il ne faut pas qu'elles nous conduisent à des stratégies du chien crevé au fil de l'eau. Considérant que tout le monde serait gentil et que la fraternité c'est une forme de gentillesse. Je suis plutôt attentif à la position qu'a défendue, je trouve très bien, avec son style merveilleux qui le caractérise, Régis Debray dans Le mot fraternité, où il dit la fraternité, c'est pas l'amitié, c'est une construction, la fraternité. J'ai précisément besoin de fraternité parce que la réalité des relations que je noue avec les autres peuvent être affectés par de l'affectivité. Et il a une vision non affective que je partage largement de la fraternité. C'est une façon de construire du lien social à portée interindividuelle. Enfin, c'est pas un peu compliqué, mais c'est ce que veut dire en clair la notion de fraternité. Du lien social à portée interindividuelle qui ne repose pas sur une capitulation du regard que je porte sur l'autre. La fraternité, ce n'est pas de la condescendance, ce n'est pas de la connivence. Et si nous parvenons précisément, et je trouve que l'espace ici le permet, à avoir cette définition opératoire de la fraternité, on aura fait un progrès considérable dans le sens de la mobilisation commune au service du bien commun. Et dernière observation, j'aurais peut-être dû en parler au départ, et c'est un peu aussi le sens de mon engagement, je pense que tout ce que nous disons n'a pas de sens hors la mise en œuvre d'une logique éducative. J'ai coutume de me placer, parce que par fonction, par nature, par engagement, je suis président de la Ligue de l'enseignement, derrière les figures tutélaires, notamment de Condorcet. Enfin,
qu'il n'y a rien de plus beau, de plus juste, de plus actuel que le discours, que le rapport sur l'instruction publique d'avril 1792. Rien de plus beau, de plus juste, de plus mobilisateur que le tableau des progrès de l'esprit humain. Enfin, tout est écrit dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions jouer à l'éducation dans le domaine qui est le nôtre un double rôle. Le rôle que lui a signé, parlons de l'éducation populaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je trouve que la phrase est très belle, Fernand Peloutier. C'est l'outil qui nous permet d'avoir la science de notre malheur. C'est-à-dire c'est l'outil qui nous permet d'être lucide, qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est l'outil également qui nous permet, de façon un petit peu différente, de construire, d'intellectualiser à la fois ce que nous estimons souhaitable et les moyens de mise en œuvre de ce que nous estimons souhaitable. La première démarche n'est pas plus compliquée ni plus simple que la première, mais je pense que les deux aujourd'hui doivent être adoptés et vraisemblablement adaptés aux réalités qui nous sont soumises. L'avenir est un avenir qui continue de nous appartenir. Et si nous parvenons à réengager, comme je disais tout à l'heure, le combat politique, à réinvestir le champ du politique, je pense que l'avenir nous est offert. À nous de le définir, à nous de le construire, à nous de le réaliser. Merci. Bien, eh bien, Monsieur Kahn, puisque vous venez de si loin, c'est à vous de conclure. Je ne conclurai pas pour la totalité de notre réunion, qui est extrêmement riche, et il est bon que demeure la diversité. Quelques éléments. Tout d'abord sur l'utilisation des termes. Comme Régis Debray, peut-être pour une raison un peu différente, je suis naturellement éperdument attaché à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais je suis également extrêmement interrogatif sur la signification du terme de fraternité. En effet, il n'y a rien de plus éventuellement anti-universel que le terme de fraternité. Je vous rappelle d'ailleurs que ceux qui ont érigé liberté, égalité, fraternité ont également adopté un chant révolutionnaire qui dit « Marchons, marchons et qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Par conséquent, il est clair que ceux dont le sang impur doit abreuver nos sillons ne sont pas nos frères. Autrement, on ne dirait pas qu'il faut les massacrer. Ils auraient pu l'être. D'une certaine façon, alors, dans l'œcuménisme chrétien ou à notre religion, on peut considérer qu'on est tous frères en étant les enfants de Dieu. Mais hormis cette conception-là, je pense que la grande valeur fondamentale, c'est de s'intéresser à celui qui est autre, qui est incontestable dans son humanité, mais qui n'est pas mon frère. C'est-à-dire la valeur qui pour moi est suprême, au cœur de mon combat, au cœur de la République, c'est celui de solidarité. Je suis solidaire avec celle et celui qui n'est pas mon frère, mais dont je ne peux absolument pas contester l'humanité. Et en tant que tel, c'est la référence à cet universel générique dont a parlé M. Lecomte. En tant que tel, cette solidarité est totalement essentielle. C'est une préférence de terme, mais j'indique la raison pour laquelle, moi aussi, je suis souvent perplexe des conditions dans lesquelles on utilise fraternité, parfois à travers des idéologies de haine, il faut bien le reconnaître. Solidarité, et solidarité envers l'humanité en tant que telle. Par ailleurs, oui, il y a des urgences, oui, il y a des besoins. En réalité, c'est vrai qu'il y a, comme l'a dit M. Bosquet, une extraordinaire amplification, un développement magnifique des capacités productives de la médecine, de la science, des connaissances. Mais cela rend encore plus choquant l'évolution de ces dernières années. Ce matin, je consultais encore une courbe que j'ai retweetée sur les réseaux sociaux, montrant ce que tout le monde sait, c'est-à-dire une augmentation très importante depuis les 30 dernières années, depuis cette révolution conservatrice des années 80, de l'écart entre les salaires et le capital, d'augmentation des inégalités dans les pays les plus riches, dans les pays qui se développent, et évidemment encore plus importante entre les riches des pays riches et les pauvres des pays qui se développent.
Un des résultats, c'est que nous avons la capacité, même si nous sommes égoïstes et cupides, à être intolérants à l'injustice, parce que nous avons la capacité à être solidaires envers notre commune humanité. Le résultat de cela, c'est une augmentation de la frustration, de l'insatisfaction, de la violence. Nous sommes à un âge tel, à la tribune, que nous avons connu un temps où l'on pouvait à peu près se balader dans le monde entier, sac au dos, en stop, en toute sécurité. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il y a 35 pays, au moins, où nous ne le ferions pas, ou des régions encore plus nombreuses où on ne le ferait pas. La réalité, c'est que malgré cette extraordinaire capacité que la science, que l'intelligence humaine ont provoquée, c'est que nous voyons se mettre en place, excusez-moi du terme, une nouvelle barbarie aussi. Ça, c'est la réalité. Et évidemment, il y a urgence à y réagir. Mais il n'y a qu'à Faucon. Une fois qu'on a dit ça, on a eu raison de le dire. Mais comment? Moi, je suis assez pessimiste, mais aussi optimiste, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, je ne crois pas réellement que, mu par un extraordinaire mouvement de générosité individuelle, on arrivera à modifier tout cela, quoique la générosité individuelle ne fasse jamais de mal, et elle est importante. En revanche, il y a un point qui nous réunit tous, nous et les autres, dont nous sommes solidaires, mais qui ne sont pas nos frères. C'est que nous nous soucions réellement de nos enfants, de nos petits-enfants. Et nous sommes extrêmement attachés à ce que le monde qu'on va leur léguer soit accueillant. Or, le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, s'il continue d'évoluer comme cela, ne leur sera pas accueillant. Il ne leur sera pas. Il est urgent d'agir. Être urgent d'agir, cela veut dire osons vouloir exiger, avec les mécanismes de leur représentation démocratique, osons vouloir exiger de modifier effectivement ce cours des choses dont nous redoutons les effets pour nos enfants. Et parce que l'avenir n'est pas écrit, parce que nous sommes solidaires envers l'humanité des autres, y compris de ceux qui ne sont pas encore nés, si vraiment nous le voulons, ensemble, et nous agissons également individuellement en ce sens-là. Mais il faudra que nous le voulions ensemble, évidemment. Le pire n'est pas certain. Merci.